Bonjour à tous. Effectivement, la première table ronde, eh bien, elle va démarrer tout de suite et elle a pour objet la partie rupture et innovation dans les métiers du conseil. Bernard Bourigeaud a déjà posé toutes les questions que je voulais poser, en plus il y a répondu. Donc je pense qu'il a mis la barre à un certain niveau et j'invite donc tous les participants à la première table ronde à se joindre à nous sur les fauteuils. Je vais les présenter très brièvement, de gauche à droite. Donc Marc Couraud, qui est directeur innovation et digital advisory chez Microsoft France. Il a fait une longue carrière aussi bien dans les cabinets ministériels que chez Neuf Télécom, et il est depuis 14 ans chez Microsoft, où il a travaillé sur plusieurs activités, dont des activités sur les plateformes publicitaires. Et donc depuis quelques mois, il nous l'expliquera, il a été nommé à la tête de cette activité de conseil dans le numérique, si j'ai bien compris, à la demande pressante d'un certain nombre de clients de sa société. Il va nous l'expliquer tout à l'heure. À côté de Marc, Isabelle Denervaux, qui est une figure du G9+, donc qui est locataire habituel de ces lieux, qui est originaire du Jura, d'où elle tire son inspiration, et qui a travaillé pas mal à l'international, qui a fait 20 ans de conseil. Elle a fait de l'intrapreneuriat, d'abord au sein d'autres sociétés dans des activités de conseil, et puis plus récemment, il y a peu d'années, elle a fondé une société de conseil, donc elle est entrepreneuse maintenant. La société d'Isabelle s'appelle YCA. Elle va nous expliquer de quoi il s'agit. Et elle a écrit un ouvrage, plusieurs ouvrages, dont un ouvrage sur l'ADN de l'entreprise innovante, que j'imagine elle applique aux activités de conseil. Ensuite, il y a Éric Mouchou, qui est associé chez Ernst & Young Advisory, responsable des activités de conseil pour la zone Western Europe, Maghreb et Africa. Et à ce titre, il siège au comité exécutif de sa société. Didier Zeytoun, qui est président de Magellan Consulting, société de conseil qui fait 150 personnes et qui possède des activités d'expertise sectorielle et technologique. Et donc, il a pas mal d'années d'expérience dans le conseil, notamment chez Accenture, dont vous parliez tout à l'heure, chez Atos, dont vous avez parlé également, et il a créé plusieurs sociétés de conseil. Donc, actuellement, il est président de chez Magellan. Et enfin, Hamilton Mann, qui est directeur de l'activité de marketing digital et de la transformation digitale. Donc on arrive dans le titre de son poste à la notion de transformation digitale qui va probablement aussi être à l'ordre du jour ce soir, chez Thales Group. Et donc il interviendra avec le point de vue du client potentiellement, peut-être avec ses propres idées au-delà de son point de vue de client. Donc, je vais maintenant poser la première question. On a prévu... Est-ce que ça... Oui. On a prévu d'organiser cette table ronde en 4 parties. Première partie, qu'est-ce qu'un consultant ? La deuxième partie, c'est existant rupture, puisqu'on parle d'innovation et de rupture. La troisième partie, c'est l'évolution des emplois. Vous en avez parlé tout à l'heure, et c'est un sujet qui est particulièrement intéressant. Et puis, on va terminer la table ronde sur les conseils aux juniors, puisque le métier de conseil est susceptible et attire de plus en plus de juniors. Première question, je vais demander à chacun de répondre successivement. Qu'est-ce qu'un consultant? Alors, si on jouait au QCM, on dirait est-ce que c'est un expert? Est-ce que c'est un accompagnant? Un leader? Vous
vous avez dit manager tout à l'heure, un vendeur, un acheteur, un architecte, un communicant, ou tout ça à la fois. Est-ce que c'est un travail solitaire ou un travail d'équipe? Et puis, puisqu'on parle de rupture, allons-y pour la rupture, quels sont les mythes à déconstruire impérativement? Marc. Alors, je ne sais pas si je suis le mieux placé pour commencer, parce que Microsoft n'est pas franchement une société de conseil dans son cœur. Je peux juste expliquer pourquoi on a créé cette activité. Donc Microsoft, c'est plutôt une société de software qui avait de manière incidente du service. Et effectivement, depuis quelques années, on subit nous-mêmes cette transformation digitale que nos clients nous imposent, puisqu'ils nous demandent d'intervenir auprès d'eux pour faire de la transformation digitale. Et toute notre force commerciale, toute notre activité traditionnelle est transformée par ça, puisque nous recrutons des consultants pour accompagner nos clients. Voilà, donc je suis un peu à la marge de votre table ronde. Il n'empêche que cette activité est très nouvelle pour nous. Ce sont nos clients qui nous l'ont demandé. On a créé cette équipe qui fera, au bout de quelques mois, fera une 50aine de personnes et va croître, donc petite par rapport à d'autres. Nous, ce qu'on attend d'abord de cette équipe, c'est qu'elle arrive à se mettre dans les chaussures de nos clients pour de vrai, pas dans une démarche commerciale, et à construire. On a en face de nous des gens qui ont envie de construire leur stratégie sur nos technologies, pas seulement les acheter, vraiment construire quelque chose. Et nos consultants sont là pour le faire à la place de nos équipes traditionnelles qui ne savent pas le faire. Mais je reviendrai peut-être après que des gens qui sont dans le cœur de métier aient donné leur avis. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, comme le disait Eric, je souhaite d'abord saluer tous mes amis du G9+, puisque je fais partie de ce superbe think tank depuis maintenant 2007. Et c'est la première fois que j'interviens de l'autre côté. Alors, c'est une question tricky pour démarrer cette table ronde. Je remercie Eric. Moi, je voudrais juste revenir sur mon histoire personnelle. Moi, j'ai choisi au départ le métier du conseil parce que c'était un non-choix. Parce que je ne savais pas ce que je voulais faire et que le consulting me permettait de me donner 2 ou 3 ans pour avoir une formation complémentaire. Et finalement, j'y suis depuis 20 ans. Au-delà du non-choix, et je me suis aperçue dans tous les recrutements que j'ai pu opérer depuis une vingtaine d'années dans ce secteur et dans les différents cabinets dans lesquels j'ai eu la chance de travailler, ce sujet du non-choix est un sujet partagé par beaucoup de monde dans le recrutement. On compare souvent le conseil à un MBA ou équivalent. Au-delà du non-choix, moi je me suis posé assez tôt la question de la valeur ajoutée. Donc j'étais une junior, ce que j'appelle un piou-piou, certainement insupportable pour mes managers à l'époque. Mais donc je m'interrogeais sur le fait que le conseil soit vraiment un métier. On ne décide pas, on recommande, on ne sait pas ce que seront faites nos recommandations. Et donc ça me perturbait beaucoup. Et Patrick, le directeur qui m'accompagnait à l'époque sur un certain nombre de missions, et que je harcelais à l'époque sur ce sujet, me disait « Mais écoute Isabelle, tu te poses mal la question. Le sujet n'est pas ce que tu perçois de la valeur que tu apportes, non. Le sujet, c'est la valeur perçue par le client de ce que tu lui apportes. Est-ce que tu l'aides à résoudre ces questions, ces problématiques? Et in fine, donc ça c'est non politiquement correct, mais on est entre nous, est-ce que tu l'aides à justifier sa fiche de salaire à la fin du mois? Et c'est ça le sujet. Donc mon référentiel à moi, quelque part, on s'en fout. Le premier sujet qui définit un consultant, c'est son client. Et sa valeur ajoutée auprès de ce client. La valeur ajoutée qu'on a dans le conseil, elle a beaucoup évolué au cours du temps. Donc moi j'ai une toute petite fenêtre de 20 ans. Ceci ne me rajeunit pas et je n'incrémenterai plus le nombre des années à partir de maintenant. Cette valeur ajoutée, elle a beaucoup évolué au fil du temps. Donc Laetitia Vito, De Family ont des superbes analyses sur l'évolution du conseil, qui est une industrie qui existe depuis plus de 100 ans maintenant. Moi, ce que j'en ai vu de ma petite fenêtre de 20 ans, c'est d'abord années 90, extraordinaire. Un métier qui se construisait. Moi, je revenais de la Banque mondiale.
aux US, conseil en privatisation. Et je me suis retrouvée par hasard dans le domaine du conseil en télécommunication, avec Edmond qui peut-être est dans la salle, qui je crois en tout cas, il s'est inscrit. Et nous avons vécu une période dingue. J'ai beaucoup de respect pour les directions des achats, mais à cette époque-là, il n'y avait pas de direction des achats. On avait des clients, pas d'accord cadre, pas de négociation. On avait une question que nous posaient des clients et une proposition faite rapidement. Et derrière, on vivait des choses extraordinaires à leur côté. Dans les années 2000, ça a évolué. Nos clients ont recruté des anciens consultants. Donc, ils se sont aussi professionnalisés par rapport à ce métier qui était le nôtre. Ils ont mis en place des processus, des procédures qui permettent de négocier des accords cadres, de négocier des taux et des montants de mission. Et là, à l'époque, on parlait management, organisation, re-engineering, pilotage des performances. Et moi, ce que je vois depuis 5 ans environ, sont des clients qui se posent de nouvelles questions. Et je pense que ce qui a fait le succès du conseil au XXe siècle peut aussi potentiellement creuser ou causer sa perte au XXIe siècle. Parce que les questions, elles deviennent différentes. Elles traitent plutôt de création, d'innovation, et comment survivre, comment réinventer son business model. Donc pour revenir à ta question, Eric, je pense que tout ceci est un écosystème à géométrie variable. Il y a 2 invariants qui définissent le consultant. Le premier, c'est qu'il est caméléon. Le consultant, il est avant tout tout-terrain. On lui demande de répondre à des questions hyper variées qui émanent de nos clients. Et ça, c'est un point majeur. Et le deuxième point, qui est aussi un invariant, c'est que le consultant est là pour aider des clients à répondre à des questions ou à résoudre des problèmes, qu'ils soient simples ou complexes. Pour le reste, expertise, compétences, profil, un consultant est avant tout un mouton à 5 pattes. Et ce mouton à 5 pattes est quelque chose qui devient de plus en plus difficile à concrétiser dans le monde d'aujourd'hui. Merci Isabelle. Eric. Merci. Bon. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir ce soir. Alors, la question n'est pas simple. Qu'est-ce qu'un consultant là? Je voyais votre slide en disant innovation, rupture. Paradoxalement, ma conviction profonde, alors je n'ai pas le recul de M. Bourigeaud, mais après avoir passé une vingtaine d'années, un peu plus, même chez Accenture, Andersen, et depuis quelques années diriger les activités de conseil d'EY, je ne suis pas certain que le métier du conseil et ce qu'est un consultant a fondamentalement changé. Il n'y a pas 2 missions qui se ressemblent, mais il y a au moins 2 dimensions qui, elles, sont totalement pérennes. La première caractéristique, c'est d'être un œil externe. Donc être capable d'aider à définir une stratégie, à positionner avec un œil externe un niveau de performance, à apporter de l'innovation. Alors c'est sûr que l'innovation d'aujourd'hui n'est pas l'innovation d'il y a 20 ans, mais en revanche, être cet œil externe qui permet à un dirigeant de challenger sa vision et d'avoir ce conseil, ça reste à mon avis un élément totalement permanent au fil des années. Et je pense qu'un bon consultant, c'est effectivement celui qui arrive à apporter cette innovation à un dirigeant et avec effectivement cette expérience plus large dans le secteur qui apporte une vraie richesse. La deuxième chose, c'est d'autres types d'interventions où là, il ne s'agit pas de définir une stratégie, de définir une évolution, mais plutôt d'aider un client à sécuriser une transformation. Et ça, aujourd'hui, c'est effectivement ce qu'on voit avec les transformations digitales, mais apporter toutes les compétences pour aller plus vite. Donc apporter des méthodologies, apporter des assets, apporter toutes les compétences métiers, fonctionnelles, technologiques, pour accélérer les choses. Parce que je pense que le vrai changement et la vraie rupture, quand je vois le titre rupture, c'est que l'échelle de temps a bougé. Avant, où on pouvait faire effectivement des projets de transformation qui s'étalaient sur 12, 18, 24 mois, voilà, aujourd'hui, il y a des attentes très fortes d'aller beaucoup plus vite. Et c'est là où, en appui, un consultant peut amener ses méthodologies, ses outils, son expérience, ses approches, et effectivement sécuriser et accélérer les projets. Et ça aussi, il y a même 20 ans, c'était un peu analogue. Alors certes, là encore, avec des technologies, des méthodologies qui n'étaient pas les mêmes, mais cette problématique de sécurisation de la transformation était un peu la même. Donc voilà, donc à la fois, on agit aujourd'hui avec des leviers qui ne sont pas les mêmes, mais fondamentalement, l'œil externe et la sécurisation d'une transformation, je pense que ça reste ce qu'on attend d'un consultant. Didier ? Oui, donc je voulais juste préciser qu'il y a 800 consultants chez Magellan, mais c'est un détail. Alors moi,
Alors moi, je pense fondamentalement que être consultant, c'est un métier. Et c'est sans doute un des métiers les plus difficiles au monde. Parce que pour réussir dans le conseil, il faut savoir de quoi on parle, donc être un expert, comme dit Eric. Il faut savoir être un commercial, il faut savoir être un manager, avec de l'empathie. Il faut savoir transmettre son savoir à des consultants plus jeunes, les faire évoluer, les faire grandir. Comme Bernard Bourigeaud l'a dit, savoir les fidéliser. Et quand on dit tout ça, il n'y a pas beaucoup de métiers dans le monde où il faut combiner tous ces savoir-faire. Donc pour moi, ça fait 30 ans que je fais du conseil, c'est sans doute le métier le plus difficile au monde. Après, l'idée, c'est que je pense que j'étais consultant il y a 30 ans, dans un Big Five à l'époque, comme on disait. Et aujourd'hui, je pense que depuis 5 ans, le métier du conseil a totalement changé. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, moi j'ai beaucoup travaillé dans la banque, il suffisait d'être un expert dans la banque, connaître les processus d'une banque de détail, d'une banque d'investissement, comment on ouvre un compte courant, comment on distribue une carte bancaire. Aujourd'hui, un consultant qui sait faire que ça, depuis 5 ans, est un peu en marge du marché. C'est que mon avis, mais c'est ma conviction. Moi, je pourrais citer une grande banque française qui m'a expliqué qu'elle voulait une équipe de consultants métiers qui connaissent tous les process d'une banque de détail et qui sachent parler HTML5 à un développeur. Ça, c'est les nouveaux consultants en termes de rupture et d'innovation, et il n'arrive pas à trouver. Et ça, je pense que c'est le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, les consultants dont on a besoin, c'est des consultants métiers, des consultants qui connaissent les processus dans les télécoms, dans l'industrie, dans la banque, dans l'énergie, etc., mais qui connaissent aussi les technologies. Et pas uniquement d'un point de vue livresque, mais qui sachent parler à une équipe de développeurs en méthode agile, comme on dit. Et donc, ça devient encore plus compliqué et difficile d'être un consultant, je pense, aujourd'hui qu'il y a quelques années. Et je dirais, pour terminer, que le dernier point, c'est que depuis 30 ans, il y a un inconvénient majeur à être consultant, que j'ai beaucoup pratiqué, c'est que vous n'êtes que consultant. Et donc, il y a une grande frustration quand votre client ne suit pas vos recommandations. Mais ça arrive le moins souvent possible, mais c'est quand même un point important. Voilà pour moi le consultant. Milton. Bonsoir à tous. C'est un grand plaisir en fait de faire partie de cette table ronde. Alors je ne suis pas consultant dans mon métier, on va dire du quotidien chez Thales. Bon, il se trouve en fait que j'ai la chance de l'avoir été pendant quelques années, à la fois dans des cabinets de conseil comme Capgemini, devenu Capgemini Invent, et également à mon compte sur différents sujets. Alors comment dire, c'est bien parce que du coup, ça me permet aussi d'avoir des anti-sèches quand je vais rentrer en fait dans Thales demain pour répondre à mes collègues quand ils vont me demander ce que c'est qu'un consultant. Je vais peut-être compléter le point en évoquant ce que finalement on peut éventuellement attendre ou quelle est la perception qu'on peut avoir d'un consultant et donc d'un bon consultant quand on fait justement appel à une prestation de conseil. Je dirais que la première chose, et c'est vrai que je rejoindrai le point qu'effectivement le métier du conseil est un métier parmi les plus difficiles, la première chose c'est qu'en fait on attend d'un consultant d'avoir des convictions. Et c'est peut-être simple à dire, mais rares sont finalement les consultants qui véritablement sont capables d'apporter de réelles convictions. Je fais le distinguo peut-être entre conviction et opinion, parce que je considère que conviction, c'est quelque chose qui finalement se nourrit à la fois par l'expérience, par les faits, quelque chose qui est démontrable, et donc qu'on peut emmener, on va dire, quelque part, les dirigeants, les managers, les équipes, finalement, dans ces convictions. Donc, moi, mon premier point, c'est un bon consultant, c'est quelque part ce mouton à 5 pattes, j'aime bien l'expression, qui est capable d'apporter à l'entreprise des convictions. Le deuxième point, pour moi, c'est qu'en fait, les consultants, avec leur point de vue justement du regard extérieur, sont, ou en tout cas doivent être en capacité d'apporter à l'entreprise, j'allais dire, des assets un petit peu nouveaux, des outils, des méthodes, mais même au-delà des outils et des méthodes, j'allais dire des façons de faire complètement nouvelles qui permettent à l'entreprise d'atteindre ses ambitions. Donc,
Un bon consultant, c'est finalement cette personne qui va être en capacité de mettre au service de l'entreprise pour laquelle il travaille des talents, des ressources, des méthodes, des outils, etc. Alors ça aussi, c'est un point, on va dire, je trouve assez fondateur, dans la mesure où en fait, ça, quelque part, c'est véritablement une mission pour l'autre, une mission pour l'entreprise pour laquelle on travaille. Donc c'est compliqué parce que quand on prend des consultants qui travaillent pour 2, 3 entreprises en même temps ou qui changent d'une mission à une autre tous les 6 mois, ça demande véritablement d'être capable de se reconfigurer dans la culture de l'entreprise pour laquelle on s'apprête à travailler et de finalement endosser la blouse, endosser les chaussures qui prêtent au contexte dans lequel on veut intervenir pour être véritablement à 100% au service de l'ambition de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment un challenge pour moi en fait, du métier du consultant, et je trouve qu'on reconnaît là les bons consultants dans leur capacité à réaliser ce shift. Le troisième et dernier point, j'allais dire qui qualifierait à mon sens le consultant, mais plus que le consultant, le bon consultant, c'est en fait cette personne qui va nous aider à prendre des risques. Alors, je dis ça peut-être avec un regard un peu teinté de l'entreprise Thales. Pour vous confier un grand secret, mais j'ai cru comprendre qu'on était entre nous, nous sommes en fait une entreprise qui avons encore besoin de progresser dans notre capacité à prendre des risques. Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est propre, entre guillemets, on va dire, à l'entreprise en tant que telle, peut-être? Mais en tout cas, c'est un fait. On a besoin de gagner encore en progrès dans notre capacité à prendre des risques. Et j'allais dire, parmi les meilleurs consultants qu'on a pu avoir dans les différents sujets ou projets qu'on a adressés et les grandes transformations qu'on mène, je dirais que les consultants qui peut-être nous ont le plus marqué sont ceux qui en fait ont réellement réussi à nous faire prendre des risques dont on sait pertinemment que tout seul on ne l'aurait pas pris. Voilà. Merci à tous pour cette première question. La deuxième thématique, c'est l'existant et les ruptures. Alors je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais Bernard Bourigeaud les a déjà mis avant moi. Donc je ne serai que le deuxième. Les grandes sociétés de conseil ont parfois mauvaise réputation, mauvais ratio senior-junior, manque d'expertise, coût trop élevé, PowerPoint en 3 points avec un manque de contenu. Est-ce que cette réputation est exagérée? Est-ce qu'elle est réelle? Et est-ce que l'introduction du numérique change la donne? Est-ce que ce qui était peut-être vrai peu ou prou avant le processus, le grand processus actuel de transformation numérique, l'est toujours pendant et le sera toujours après? Du coup, sommes-nous en pleine période de rupture des métiers du consulting, peu importe la réputation? Et si oui, quelle rupture? Est-ce que c'est le rapport au client qui change? Est-ce que ce sont les outils du numérique comme l'intelligence artificielle, le deep learning, etc., etc. Est-ce que justement la notion de prise de risque du consultant lui-même et donc l'impact qu'il peut avoir en termes de prise de risque de son client, est-ce que cette donnée du problème change également avec le numérique? Est-ce que c'est le rythme de production qui change? Est-ce qu'on est en mode DevOps consulting, par exemple, c'est-à-dire toujours à produire des choses en permanence? Est-ce que la nature et la volumétrie du travail changent? Voilà pour les questions sur le métier lui-même. Et maintenant, sur l'organisation des prestations et de la profession. Qu'en est-il de la gestion de la sous-traitance et de l'écosystème? Et puis, quelle est la martingale de proximité géographique, de localisation entre le client et le consultant? Alors, je ne sais pas qui veut répondre en premier à cette thématique. La question est simple, en 2 minutes 30. Voilà, sachant qu'on est déjà un peu en retard. Donc on va Alors moi, j'ai bien démarré, et j'aurais envie de démarrer par une question à votre attention. Savez-vous, quand on bosse pour une boîte américaine, quel est le premier critère de réussite de cette réunion, pour vous, personnellement? Si vous faites partie d'une réunion dans une boîte américaine. Ça peut être sympa de créer un peu d'interactivité avec la salle aussi, en fait. Avez-vous quelques idées? Lâchez-vous. Si ça découle sur des actions, d'accord? Autre idée? Ouais.
Réunion debout. Ah, stand-up meeting. Excellent. OK. Alors, moi, j'ai appris un truc il y a 20 ans en bossant juste pendant un an pour la Banque mondiale. Et j'étais dans un environnement multidisciplinaire, international, des gens de profils différents, etc. Et aujourd'hui, quelque part, ça impulse et ça contribue à toute la réflexion que j'ai pu faire sur le monde du conseil que je pratique depuis 20 ans. En tout cas, le premier point d'entrée, c'est qu'une réunion réussie pour quelqu'un qui fait partie d'une boîte américaine, c'est juste de prendre la parole. En France, et ça a été mon premier choc quand je suis revenue à Paris, après cette expérience-là, une réunion réussie est celle où on laisse parler le boss. Et on se tait, et on acquiesce, et on hoche de la tête. Ça n'a rien à voir. Donc je prendrai, comme il y a à peu près 125 questions dans la même question, c'est la même question. Je prendrai juste l'angle des facteurs de mutation du conseil. Parce que oui, pour moi, le conseil est entré en mutation depuis quelque temps. Reste à savoir à quelle rapidité, quelle célérité cette mutation va s'opérer. Elle est loin d'être opérée à date d'aujourd'hui. En tout cas, le premier facteur, c'est l'information. Le rapport à l'information. En dehors du fait de prendre la parole ou pas dans une réunion très sérieuse dans une boîte française, l'autre sujet est qu'en France, en particulier, mais c'est valable dans beaucoup d'entreprises, le rapport à l'information et le rapport au pouvoir. Et le fait de garder secrète l'information maintient votre pouvoir. Ce qu'amène aujourd'hui le digital, la révolution technologique, etc., c'est que cette information et les informations au global, business, deviennent de plus en plus publiques. Et elles le seront de plus en plus. C'est une bonne ou mauvaise nouvelle, j'en sais rien. En tout cas, ce sera une réalité. C'est Glassdoor qui communique l'avis des salariés sur le process de recrutement, sur les salaires, sur le CEO, c'est ce qu'on veut. C'est Alan. Donc, Alan, c'est une jolie boîte. D'ailleurs, j'ai décidé de travailler avec eux sur ma complémentaire santé dans ma nouvelle entreprise. Alan a décidé de communiquer toutes les grilles de salaire individuelles, management compris, partout dans la boîte. Quelle rupture. Je ne suis pas persuadée que les cabinets de conseil au global aujourd'hui soient prêts à le faire. Donc le rapport à l'information, historiquement, c'est quelque chose qui signifiait pouvoir et qui demain rebalote ou rebelote, pour être plus français, complètement les cartes. Donc ça, c'est pour moi le premier facteur d'imitation. Comment est-ce qu'on gère cela? Le deuxième sujet, et je vais du plus simple au plus compliqué quelque part, c'est celui de la gouvernance. Donc mon ex-collègue Jean-Pierre Cornu, que j'aime beaucoup, est 10 000 fois meilleur que moi pour parler de ces sujets-là, mais bon, c'est pas grave. La gouvernance historiquement des entreprises, elle est basée sur un système pyramidal. Il y a beaucoup de jeunes, un peu moins jeunes, et peu de plus vieux, dans un système où quelque part on impose un certain nombre de choses, des directions, des projets, etc. Ça, dans le monde de demain, pour moi, et ça ne remet pas en cause les structures conseil. J'en viens et je ne renie pas du tout ni mon passé ni le présent. Donc il y aura toujours des organisations pyramidales. Mais il va y avoir une nouvelle réalité qui impliquera une gouvernance plus horizontale, où la réalité des choses ne s'imposera pas aux gens, mais où on devra composer avec la liberté des gens. Moi, j'ai monté donc ICA qui s'appelle Your Companion Agency. Moi, mon quotidien, c'est pas uniquement de monter une entreprise, c'est de composer avec tout un écosystème de personnes morales et de personnes physiques, freelance, consultants, multidisciplinaires, donc pas seulement consultants, mais aussi des experts de leur métier, des avocats et plein d'autres cœurs de métier, et de construire un collectif pour répondre sur mesure à des besoins clients qui deviennent de plus en plus compliqués. Donc le sujet de la gouvernance est un vrai sujet, composé entre j'impose et je trouve un équilibre avec un respect de la liberté de l'individu. Ça, c'est autre chose. Et c'est compliqué. Et moi, je n'ai pas toutes les solutions. Donc, j'y travaille aujourd'hui. Et en tout cas, je cherche des pistes qui permettent de travailler ce collectif et ce nouvel équilibre de gouvernance. Troisième point, et celui-là, il est plus compliqué. Donc, je resterai générique. Les mécanismes de répartition de la valeur. On vit dans un monde, et j'en ai profité pendant 20 ans, où les mécanismes de répartition de la valeur au sein du marché du conseil sont plutôt en faveur d'un happy few, qui sont les structures de senior management des entreprises de conseil. Et donc moi, aujourd'hui, je m'interroge sur la manière de mieux répartir la valeur entre ceux qui produisent. Parce que tout ce qui a de la valeur se monétise, et à l'inverse,
il convient de trouver des solutions où chacun s'y retrouve. Il n'y a pas l'impression de se faire manger par un système qui l'absorbe entièrement et en plus qui lui bouffe sa liberté de choix. Qui lui mange sa liberté de choix, pardon. Ce troisième sujet est aussi, pour moi, très important. Donc pour moi, aujourd'hui, oui, le métier du conseiller est en rupture sous 3 facteurs que sont 1, l'information ou le rapport à l'information, 2, l'évolution de la gouvernance des entreprises de conseil, et 3, quelle manière de remettre en cause les mécanismes de répartition de la valeur. Et juste en conclusion, on s'aperçoit, et ça c'est en mode rétroviseur, que finalement le sujet, ce sont les rentes de situation. Toute rupture s'appuie au départ sur l'analyse et la remise en cause de rentes de situation. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui dans le monde du conseil. Merci Isabelle. Qui veut parler des outils ? Allez, un mot sur les outils. Non, puis le début de la question, là, je sentais qu'elle était un peu pour moi là, sur les grands cabinets dont les clients sont pas forcément contents. Alors non, bon là-dessus, je pense que l'année dernière, je ne sais pas quand on prend les derniers chiffres du Syntec, la croissance du secteur en France était de plus de 10%, et je pense que tout le monde y contribue, aussi bien les petits que les gros cabinets. Je ne pense pas que ce soit le débat, et tout le monde voilà, essaie de faire de son mieux. Alors après, qu'est-ce qui change la rupture et, dans les cabinets de conseil? Je pense qu'il y en a 2 majeurs. La première, c'est qu'effectivement, on passe d'un monde où, en fait, il y avait un peu le profil type du consultant. Donc, soit c'était un consultant fonctionnel, il connaissait le marketing, la supply chain, la finance. Bref, c'était un expert dans un domaine fonctionnel. Puis, on avait des consultants plus sectoriels. Alors, bien entendu, de temps en temps, c'était les mêmes. Mais voilà, il y avait l'expert en automobile, en banque ou ailleurs. Et donc, les profils étaient assez normés. Et c'était assez simple, derrière, de recruter, de former et de développer le business avec ces 2 compétences majeures. Aujourd'hui, le premier challenge que rencontrent finalement tous les cabinets de conseil, c'est d'intégrer les nouveaux profils dont vous parliez tout à l'heure. Donc effectivement, dans tous les cabinets, on voit apparaître des data scientists, on voit apparaître des experts de cybercriminalité, et honnêtement, voilà, là il y a un peu un choc des cultures, parce que pour faire bosser un consultant en stratégie ou un consultant en management avec un expert de la data, ils ne parlent pas le même langage, ils ne se comprennent pas. Il y en a un qui fait du problem solving et qui est le roi des slides, il y a l'autre qui veut faire de l'algorithme et qui est intéressé par l'aspect scientifique sans regarder les délais, les budgets, les attentes du client, c'est le problème scientifique qui l'intéresse. Et je pense qu'on bute un peu tous sur la façon de marier, sachant qu'on est tous persuadés que c'est dans le mariage de ces compétences-là qu'on arrive à faire des missions à plus forte valeur ajoutée. Et je pense que tout le monde, si on est honnête, tous les cabinets tâtonnent un peu. Certains ont mis les entités de data science, de cyber ou autres un peu à part. D'autres ont pris l'option de les mettre ensemble. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on a une multiplicité de profils à gérer. Et derrière aussi des aspects de training, de carrière qui ne sont pas les mêmes, puisque ce qui peut attirer effectivement un data scientist ou un expert de la cyber, si je prends ces 2 exemples-là, ce n'est pas la carrière traditionnelle du consultant qui passe de senior à manager, de manager à senior manager. Donc on a une diversité de profils dont on est persuadé que si on sait les marier, c'est la clé de la réussite, mais qui au quotidien, à mon avis, pose souvent des soucis et donc une complexité de gestion qui est plus grande. La deuxième rupture du métier du conseil, c'est que je pense qu'il y a quelques années, on mettait la plaque en bas de la porte, et pour autant qu'on ait un peu d'expérience dans un secteur, dans une fonction, on pouvait être consultant. Aujourd'hui, c'est un métier capitalistique. Tous les cabinets doivent ouvrir, même des cabinets de stratégie ou de management, sans être des cabinets IT, doivent ouvrir des labs, doivent investir effectivement dans des outils, parce que quand on dit qu'on fait de la data science, ça veut dire qu'on a des modèles, et ça veut dire qu'effectivement, on ouvre des labs. Donc nous, on en a ouvert un à Paris, derrière on en a ouvert un à Bruxelles, on en a ouvert un à Amsterdam, on a aujourd'hui à peu près 70 labs dans le monde entier, et chaque lab, c'est plusieurs millions d'euros à l'ouverture, plus des équipes de développement de solutions, parce qu'on ne peut plus faire du conseil en stratégie ou en management sans être capable de designer des applications. Donc il faut aussi gérer des populations de designers et faire du développement de ces solutions, avoir de l'infrastructure derrière. Et ça, c'est aussi quelque chose de nouveau, parce que dans l'équilibre économique, voilà, je ne pense pas que les cabinets de conseil jusqu'à présent avaient l'habitude d'être capitalistiques et de devoir faire ces investissements-là. Donc je pense que c'est dans la multiplicité des profils et dans la nécessité de sortir des solutions, d'avoir des labs et de faire de la R&D, qu'on a certainement des choses un peu nouvelles aujourd'hui. Et alors pour finir, je pense que c'est ce qui aide quand même un peu les grands cabinets, parce que derrière, effectivement, il faut un peu de financement, il faut réussir à investir un peu en avance de phase sur ces sujets-là, et ça, c'est ce que peut faire effectivement plus facilement un grand cabinet qu'un plus petit.
Je voudrais juste réagir à 2 points. Le premier, c'est que je pense que par rapport au partage de la valeur, on a tous des centaines ou des milliers de consultants dans nos équipes. Je pense que vu la pression et la tension sur le recrutement, s'il n'y avait pas un vrai partage de la valeur, on n'aurait plus de consultants. Ça, c'était pour réagir à ça. Et pour compléter ce qu'a dit Eric, il y a peut-être une troisième rupture que nous, en tout cas, on vit. C'est que sur les 800 consultants de Magellan, il y en a 75% qui sont de la génération Y, c'est-à-dire nés après 1980. Alors, et ça, c'est de mon expérience. Ils ne pensent pas comme moi, ils ne réagissent pas comme moi, et ils n'ont pas le même rapport au travail que moi, et ils n'ont pas le même attachement à la société que moi. Et savoir bien gérer 80% de consultants génération Y, c'est à nous de nous adapter à eux, plutôt que de leur demander à eux de s'adapter à nous. Merci. Marc, je vous pose la question après. La technologie, l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle va modifier profondément les métiers du consulting et est-ce que le consultant va finir par être remplacé par un ordinateur ou par un robot? Juste pour rebondir, mais en 3 minutes sur... finalement, nous, on est dans le conseil quand d'autres n'y vont pas. Les clients viennent nous chercher quand ils ont l'impression qu'ils ne trouvent pas leur bonheur ailleurs. Et juste en résumé, quand même, les 2 gros sujets, c'est votre idée de gouvernance qui m'a... Les 2 gros sujets qui font appel à nous, souvent, c'est les écosystèmes, c'est-à-dire la technologie bouleverse complètement mon écosystème. Je vais devoir changer mon business model face à d'autres acteurs. Certains sont petits, certains sont gros, certains sont des startups. Et dans cet écosystème qui modifie, on a bien souvent des gens qui sont sur nos technologies. Et là, on a énormément de missions qui arrivent comme ça. C'est comment Microsoft, qui possède l'infrastructure cloud, peut aider à résoudre nos problèmes à l'intérieur d'un écosystème avec des changements de business model pour plusieurs acteurs. Ça, c'est typiquement des missions qu'on a. Voilà, je vous donne, j'ai pas d'explication, mais je vous dis juste comment les choses arrivent. Et puis la seconde, c'est l'accélération de la technologie. Beaucoup de nos missions viennent plutôt de grands groupes ou de groupes moyens qui veulent appuyer leur transformation digitale ou pas, mais enfin souvent digitale, sur des technologies et avoir un lien avec ceux qui les produisent. Et c'était une grande surprise pour moi, parce que c'est quelque chose qui arrive depuis 2-3 ans, mais pas beaucoup plus. Et ils veulent croître en compétences, recruter des dizaines, des centaines de data scientists, avoir des gens qui sont capables de concevoir leur plan d'usage de la data, la monétisation, etc. Et ils veulent pour ça avoir un lien fort et stratégique avec l'éditeur qui vivent comme le moins agressif parmi ceux du secteur. Et c'est ça c'est là-dessus qu'on construit notre compétence et notre apport. Et donc, s'il y a une réflexion à avoir, alors nous, on n'a pas vocation à être une société de conseil mainstream, c'est comment est-ce que d'autres peuvent apporter à travers nous en direct ce type de réassurance et ce type de conseil. Mais je peux vous dire que longtemps, Microsoft, c'était quand même le côté obscur de la force, en tout cas quand j'y suis rentré. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Vraiment, on nous appelle pour essayer de résoudre ce type de problème. Alors, est-ce que l'IA va détruire les métiers de consultants? Je ne sais pas. Mais enfin, alors il se trouve que j'étais ce matin on construit aujourd'hui pour un grand groupe du secteur des RH une plateforme de freelanceurs dédiée au conseil pour aider des boîtes de taille moyenne à recruter les profils dont ils ont besoin. Qui est-ce qui demande ça? Ce sont des anciens du conseil qui sont passés dans des comités de direction, qui savent très bien ce dont ils ont besoin comme mission et qui veulent aller recruter les profils. Et alors je finis sur votre remarque de tout à l'heure. Les RH, c'est absolument le secteur pour lequel on est systématiquement mis en avant. En fait, les outils sont assez vieillots, donc il y a vraiment besoin de monter en compétences. Ils ont besoin de recruter énormément de profils dont ils n'ont jamais entendu parler. Leurs boîtes ne les connaissent pas. Ils ont besoin de s'appuyer sur des gens qui savent les aider à trouver ces profils et à les intégrer dans les entreprises. Je suis archi convaincu que vraiment les RH, c'est le secteur qui est en train d'exploser, d'autant plus que
freelancers, etc., sont des choses qui vont aussi bousculer la façon dont les entreprises vont travailler. J'ai fini, je n'ai pas répondu à votre question, je suis désolé. Si. Hamilton, j'en profite pour vous poser la question suivante. Allez-y, posez les questions. Moi, j'ai déjà les réponses d'avance. Quels vont être vos besoins en termes vos besoins en termes de consulting? Alors oui, tiens, ça tombe bien parce que du coup j'ai un élément de réponse là-dessus. Non, ce que je voulais dire en fait, c'est que dans Thales, en fait, on a un petit peu quelque part réfléchi aussi à la façon dont on achète le conseil et donc du coup à la façon dont on travaille avec les consultants. Alors c'est une réflexion qu'on a menée au travers de 2 plans de transformation qui sont engagés dans le groupe. Le premier qui est donc le plan de transformation numérique, où on s'est vraiment posé la question de quel type de consultants avons-nous besoin pour travailler et pour accélérer sur ce sujet. Le deuxième, c'est sur un plan de compétitivité. Alors, il en est en fait ressorti un élément qui, quelque part, a vraiment créé un alignement au niveau du top management. Un élément qui consiste à dire que finalement, on a besoin de faire 2 choses, et je ne vais pas vous dévoiler un grand secret, j'imagine que ça va résonner avec beaucoup de réalité. On a besoin de faire 2 choses. La première, c'est de continuer à exploiter le business model, je devrais dire les business models chez nous, qui nous permettent de générer la profitabilité et la croissance. Continuer à les exploiter à leur maximum. Partant d'un principe simple, j'allais dire, pour autant, mais qui a quand même suscité quelques débats chez nous, partant d'un principe qui consiste à dire tous les business models que l'on connaît et sur lesquels notre croissance et notre profitabilité est assise, tous ces business models-là ont une date d'expiration. Tous. Bon, il se trouve que le challenge, c'est qu'on ne connaît pas cette date d'expiration, mais ils ont tous une date d'expiration. Ce qui veut dire que tous les patrons de PNL qui travaillent sur les business models et qui sont en charge de faire en sorte que la croissance et la profitabilité que l'on se fixe comme ambition de générer soient au rendez-vous, tous ces patrons-là, à un moment donné, n'auront plus de boulot. Donc ça, c'est la première chose qu'on a en fait quelque part ouvertement et collégialement partagée avec les managers quand on a réfléchi en fait à quel type, quelque part, de consultants avons-nous besoin pour travailler sur les transformations qu'on engage. Ce premier point-là, il a un peu structuré un petit peu les choses, si vous voulez, par rapport en fait justement aux relations qu'on veut construire avec nos partenaires, parce que maintenant on les appelle aussi nos partenaires. Parce qu'on regarde d'une certaine manière les compétences et les approches qui sont proposées pour nous aider à adresser ces transformations avec cet angle-là. Est-ce qu'on a là les meilleurs, si je puis dire, qui vont nous permettre de tirer la profitabilité et la croissance sur nos business models d'aujourd'hui? Donc ça, c'est un point fondateur, en tout cas, dans notre lecture des choses. Le deuxième point, c'est qu'en fait, et ça a été quelque part une forme de nouveauté aussi pour nous, c'est que finalement, on est arrivé à la conclusion, mais certainement que d'autres sont arrivés bien avant nous, dessus, mais à la conclusion qu'en fait, c'est pas tout d'exploiter les business models qui permettent de générer cette croissance, il faut aussi qu'on explore. Donc c'est comment dirais-je, c'est la deuxième, on va dire, face de la même médaille. Qu'on explore, c'est-à-dire qu'on prenne le risque d'aller faire un certain nombre de choses, d'aller créer des business models, d'aller créer des marchés même, que l'on ne connaît pas, et qui ne correspondent entre guillemets à strictement rien dans notre organisation actuelle. Et donc là aussi, sur ce deuxième volet, on s'est vraiment posé la question, qui sont les consultants qui peuvent travailler avec nous pour nous aider à adresser ce sujet. Le premier élément de constat que je peux partager sur ces 2 aspects, c'est qu'en fait, il nous est arrivé, on va dire, à plusieurs reprises, de nous dire à nous-mêmes que finalement, c'est compliqué, même pour les consultants avec qui on travaille, de pouvoir justement nous aider sur les 2 aspects, sur ces 2 faces de cette même médaille. Et je vais même aller plus loin. En fait, la compétence qui permet d'accompagner l'entreprise dans ses domaines d'exploration ou dans ses domaines à explorer est quelque chose d'assez, on va dire, si ce n'est pas rare, en tout cas, c'est quelque chose véritablement qui n'est pas facile d'accès. Voilà. Donc, pour résumer, quand il s'agit d'exploiter ce que l'on a en termes de business model pour générer croissance et profitabilité d'aujourd'hui sur le court moyen terme, on voit clairement quels sont les consultants qui peuvent nous aider. Quand il s'agit d'explorer, d'inventer des marchés, c'est-à-dire quand je parle d'inventer des marchés, c'est des marchés qui ne sont entre guillemets en résonance avec strictement rien dans les benchmarks par exemple. Là, il y a une vraie question mark et pour le coup, il y a une vraie potentielle rupture, je pense aussi, dans la façon de penser le métier du conseil. Merci. Dernière question, en 3 mots-clés. Je vais commencer par Didier.
conseil aux juniors. Didier et Eric, qui ont des bataillons importants et des sociétés qui existent depuis longtemps. Aujourd'hui, le consultant junior, il a un rapport au travail qui est différent. Il recherche d'abord un équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Il y a beaucoup de jeunes consultants qui deviennent des contracteurs, des consultants indépendants. Nos clients privilégient aussi ça. Hein. Il y a un grand client de Magellan et du CAC 40 qui nous a annoncé que dans ses réflexions stratégiques, d'ici à quelques années, ils utiliseront un tiers de grands cabinets, un tiers de PME, ETI du conseil, donc nous on adhère à PAC PME, et un tiers de freelance. Alors, je ne sais pas s'ils vont le faire. Donc les juniors aujourd'hui, il faut leur apprendre et leur donner envie de rester. Et le conseil que je peux leur dire, c'est de choisir une bonne société de conseil, mais de ne pas changer tous les 2 ans. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que la génération Y zappe beaucoup, n'hésite pas à changer tous les 2 ans. Et dans 10 ans, ils vont se retourner et ils auront fait 5 ou 6 entreprises. Et c'est peut-être la tendance, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne construit rien. En tout cas, moi, c'est le conseil que je leur donne. On ne construit rien à part soit gagner plus d'argent visuellement en étant consultant indépendant que dans un grand cabinet de conseil ou un moyen. Voilà. Et la deuxième tendance que je vois, et où je dis aux consultants juniors, ça a été dit tout à l'heure, c'est que le conseil, quand on ne veut pas faire carrière dans le conseil, c'est pas grave, mais il faut au moins rester 5 ans. Et c'est une formidable école du travail, une formidable école de formation. Et ça structure et on apprend à analyser un problème, on apprend à faire des recommandations. Et après, ça nous permet de l'utiliser tout le temps. Voilà. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de dire aux jeunes, si vous voulez aller dans le conseil, restez au moins 5 ans, apprenez votre métier et après, vous pourrez voguer tout seul ou être internalisé par les clients, parce qu'une tendance qu'on voit aussi depuis 2 ans, 3 ans, c'est que nos clients, notamment du CAC 40, recrutent de plus en plus en direct chez nous. Alors, nous, on vit un phénomène assez intéressant depuis à peu près 6-8 mois. On voit des jeunes qui reviennent de start-up. Donc ça, je pense, c'est à noter, et ça donne le moral. Ça prouve quand même que les vieilles valeurs ont encore du bon. Donc voilà, non mais plus sérieusement, je pense qu'effectivement, pour un jeune qui sort d'école, je pense qu'être dans un grand cabinet, forcément, il y a une variété de missions. Nous, on arrive à gérer la rétention et diminuer l'attrition grâce à l'international. Je pense qu'effectivement, plus qu'avant, il y a un souci de mobilité internationale et ça aide effectivement dans un grand cabinet. Je pense qu'ils sont tous conscients effectivement qu'il y a un aspect de formation qui est clé. Alors après, qui reste ou qui décide de partir. Et que là où je te rejoins, c'est effectivement le fait de réussir à les garder suffisamment longtemps, parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'industrie sollicite tout le monde. Voilà, il y a effectivement, je pense, une recrudescence qui va de pair avec le fait que les projets se multiplient, que nos clients, effectivement, n'hésitent pas à solliciter. Bon, c'est plutôt bon signe. Voilà. Nous, après, il s'agit de sécuriser les meilleurs, ce qu'on arrive grosso modo à faire, mais il y a un vrai challenge, effectivement, de gestion des ressources humaines et de turnover. Et malheureusement, année après année, c'est souvent un peu dur d'être en dessous des 18-20% de turnover dans les cabinets. Et c'est un vrai souci, surtout que voilà, quand on a tous des objectifs de croissance, ça pose effectivement des problèmes. Merci. On va passer à la salle maintenant qui va poser quelques questions. On est déjà un petit peu en retard. Posez vos questions et dites à qui vous posez votre question. Bonjour, je me présente. Je suis Daniel Muller. Je suis consultant donc, depuis une douzaine d'années dans le fonctionnel, dans le technique. Et je suis fidèle à la même ESN donc, d'à peu près d'un millier de salariés donc, depuis 8 ans. Ma question est la suivante. Vous avez parlé de clients qui sont en quête de transformation numérique, qui cherchent les profils adéquats. Vous avez parlé des consultants.
donc qui également doivent se challenger tout au long de leur carrière. Mais entre le client et le consultant, il existe des personnes qu'on appelle des managers, des commerciaux, qui, eux, du moins dans la plupart des ESN que j'ai fréquentés, n'ont pas ni la formation adéquate pour comprendre le client, ni la formation adéquate pour comprendre le consultant, ou du moins, pas chez moi en tout cas. Et donc, le challenge que moi je trouve pour les prochains mois, les prochaines années, c'est justement de trouver les compétences nécessaires pour faire le vrai lien entre les attentes du client et les attentes du consultant. Parce que j'ai l'impression que le compte n'y est pas vraiment et que ce triangle commercial, client, consultant est vraiment quelque chose d'impactant. À qui posez-vous la question et quelle est votre question? Alors, ma question, c'est pourquoi ce point triangulaire, en fait, n'est pas abordé. Je pense qu'il y a peut-être une confusion. C'est ça la rupture pour moi. Ouais. Pour moi, le conseil et les ESN ne travaillent pas de la même façon, ce n'est pas le même business model. Ce qui caractérise le conseil pour moi, c'est ça chez Magellan, c'est pas possible de le faire dans une ESN, c'est celui qui vend la mission, qui réalise la mission. Ça, c'est le business model du conseil. Okay ? Dans une ESN, effectivement, vous avez des commerciaux d'un côté, vous avez les équipes de delivery dont vous faites partie. Au milieu, vous avez des équipes d'avant-vente qui essayent d'expliquer au commercial comment il faut faire la proposition commerciale pour vendre le projet. Mais le business model du conseil est complètement différent du business model de l'ESN. Et Bernard citait Accenture, où j'ai passé mes 6 premières années. La grande différence entre Accenture, je ne sais pas s'il y a des Accenture dans la salle, mais aujourd'hui, avec 440 000 personnes dans le monde, on peut considérer que c'est une ESN. La différence fondamentale pour moi entre Accenture d'un côté et Cap, Atos, Soprasteria, GFI, Open, etc., ils sont tous des ESN. Mais la grande différence pour moi, c'est que Accenture est dirigé par des consultants. Alors que les autres ESN, c'est le modèle que vous évoquez, où il y a des managers, il y a des commerciaux et il y a des consultants IT dont vous faites partie. Et ce n'est pas du tout le même modèle de fonctionnement. Les deux peuvent bien fonctionner. Mais là, on parle plus du conseil. Et croyez-moi, quand un associé ou un manager vend une mission de conseil à un client, il sait de quoi il parle, et derrière, c'est lui qui réalise la mission. Moi, j'ai été personnellement, pendant 14 ans, le conseil de Jean-François Théodore, qui était le président de Ronext. Quand un client Intuté Personae est fidèle à son consultant, c'est qu'il considère qu'il comprend ce qu'il dit et qu'il est satisfait au fur et à mesure. Donc voilà peut-être la réponse à votre question. Merci. Une autre question ? Bonsoir, je m'appelle Pauline, je crois que je fais partie des rares juniors de la salle. Bienvenue. Merci. J'aimerais revenir sur la réponse de M. Zetoun sur justement les juniors qui devraient rester plusieurs années dans un cabinet. Un peu plus tôt, vous disiez que ce qui était une des plus-values aussi du consultant d'aujourd'hui, c'était son côté caméléon et le côté méthodologie qu'il est capable de mettre en place rapidement. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu contradictoire de rester dans le même vaisseau plutôt que d'aller s'enrichir des expertises et des méthodologies des uns pour l'apporter justement à vos clients? Vous vous positionnez peut-être en tant que cabinet et cette gestion peut-être plus compliquée d'un point de vue des RH, mais pour vos clients, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une plus-value? Et est-ce que c'est un sentiment partagé pour les autres Alors très vite, quand vous êtes dans un cabinet de conseil, si vous restez 5 ans, vous allez faire entre 6 et 10 missions différentes chez 6 à 10 clients différents. Donc vous allez apprendre des contextes, vous allez vous remettre en cause en permanence. Vous n'allez pas rester 5 ans chez le même client. Ça, c'est le propre du conseil, en tout cas chez Magellan. La durée moyenne d'une mission chez Magellan, c'est autour de 6 mois. Donc si vous restez 5 ans, vous allez en faire 12. Et après, vous pourrez changer. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut juste, quand on sort de l'école, et je suis sorti de l'école il y a 30 ans, on sait à peu près rien faire. Donc si vous allez dans le conseil, c'est une formidable école de formation de la vie professionnelle. Mais si vous restez 2 ans, vous n'avez pas le temps d'apprendre. Voilà, c'est juste mon avis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Voilà. Alors si je puis me permettre, je pense que nos cabinets de conseil ont su mettre en avant et réaliser des missions avec des juniors, experts généralistes, souvent laissés seuls à eux-mêmes.
que cet écosystème-là, fermé, marchera de moins en moins, parce que nos clients sont d'anciens consultants, dixit Thalès à ma droite, que nos clients aujourd'hui connaissent le consulting et attendent des choses qui leur permettent d'accélérer la gestion de leurs problèmes et de leurs questions. Donc, moi, je suis intimement convaincue, pour vous répondre, Pauline, que ceci a du sens si on adosse à de jeunes consultants brillantissimes, excellents analytiques, une expertise qui peut venir du conseil senior, d'experts métiers, voire d'autres disciplines, et qui permettent de proposer des réponses ad hoc à des questions qui vont être de plus en plus soit pointues, soit complexes. Je ne crois plus à la réponse standard des cabinets de conseil où on balance 50 fois la même présentation à des clients différents et où des juniors laissés en stand-alone apportent, ou restent en régie, en mission pendant des mois. Pardon. Merci Isabelle. On va prendre une dernière question. Bonsoir, merci beaucoup déjà. Je m'appelle Asma Jaber, je suis consultante senior en intelligence artificielle chez Talent. Donc je vous remercie pour la question sur l'IA qui ne va pas remplacer les consultants. Alors j'ai deux questions très vite. Vous avez tous parlé de croissance et des problématiques RH. Moi je suis de Talent, donc un groupe qui se développe à l'international, qui est en hyper-croissance depuis 15 ans et qui a une stratégie d'acquisition très forte. Et en même temps, dès que je suis arrivée, j'ai rencontré tout de suite tous les fondateurs, etc. C'est quelque chose que j'ai vu nulle part ailleurs en de tout petit 8 ans de carrière. Du coup, ma question, c'est est-ce que c'est compatible de garder son ADN tout en ayant une vraie stratégie de croissance? C'est une vraie question et c'est un enjeu pour nous à Talent. Et deuxième question très importante, vous êtes 6, il y a une seule femme. Comment féminiser le métier? Et notamment dans le top management, étant quelqu'un d'ambitieux, j'ai cette inquiétude-là. Et voilà, merci beaucoup. Pour qui est la question? Pour vous tous. Eric? Sur la diversité, ça fait aussi partie comme la rétention d'un des soucis. Mais honnêtement, même quand une société de conseil est grosse, le leverage entre partenaires et équipes, voilà, alors ça dépend des types de missions. Si on est plutôt, nous, on est une filiale stratégique, c'est pas EY Parthénon, c'est plutôt du 1 à 5. Quand on est plus dans du management consulting, ça peut être plutôt de 1 à 10 ou 1 à 15, mais en tout état de cause, ça reste des petites cellules. Donc voilà, et je pense que c'est effectivement ce qui peut faire la force d'un cabinet, c'est de garder ces liens-là pour pas tomber effectivement dans une énorme machine, ce que personne n'a envie, et voilà, et qui permet pas effectivement de gérer vraiment bien les carrières. Voilà. Après, le point de la diversité, alors ça c'est un vrai souci. Je pense que tous les cabinets se benchmarkent entre eux, pour être honnête. On a tous effectivement à regarder le voisin, hein. On essaye de mettre tout ce qu'on peut faire. En plus, je trouve que c'est particulièrement paradoxal, parce que je pense qu'effectivement, à un certain niveau, dans un cabinet de conseil, par nature, quand on a 1 ou 2 missions ou 3 missions en parallèle, rien de plus simple que de pouvoir effectivement aménager son temps et travailler 2 ou 3 jours par semaine pendant une certaine période ou au 4/5e, peu importe. En plus, aujourd'hui, avec les outils modernes, on peut encore plus facilement qu'avant faire du home working. Donc on essaye de tout déployer. Et alors qu'on regarde derrière effectivement le pipe féminin, à chaque année de promotion, c'est toujours le même désespoir en se disant il n'y a pas assez. Voilà, donc je pense qu'effectivement, il va falloir que chez nous, d'ailleurs on l'a un peu décidé, on y aille de manière arbitraire pour créer le next step qui permet effectivement de passer une étape. Mais ça veut dire quoi l'arbitraire? C'est-à-dire qu'effectivement, on allait faire effectivement pousser un peu plus rapidement les carrières féminines parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Si on ne force pas la cadence, on n'y arrive pas. Et je pense que pas mal de cabinets en sont là pour effectivement faire en sorte qu'on arrive à avoir effectivement une représentativité normale. Et on en est loin, parce qu'effectivement, cabinet de strat, cabinet de management, on n'est pas du tout dans les ratios, je le reconnais volontiers. Alors moi, je vais intervenir juste objectivement sur ce point. Le sujet de la diversité, c'est un vrai sujet, et il est loin d'être résolu dans le monde du conseil. Simplement, on n'est pas sur de l'égalité de genre, puisque donc homme-femme, on est quand même juste de genre de l'être humain. Dans la filière numérique, il y a max 30% de femmes. Et aujourd'hui, dans les structures de direction des cabinets de conseil, il y a 10 à 15% de femmes seulement. Donc, on n'est pas au niveau du 50-50, et ça n'a pas de sens. Et donc, il ne faut surtout pas mettre de l'arbitraire là-dedans. Je ne crois pas aux quotas pour les quotas. Hein, on peut pousser un peu, il y a du boulot. Ouais. Deuxièmement, il y a le fait que cette diversité, elle peut être poussée à la hauteur de la moyenne de la représentation féminine dans les cabinets de conseil, sauf que la plupart des femmes ont peur, et généralement quand elles ont leur premier enfant,
ou qu'elles se structurent en couple, elles n'ont plus le courage de se dire moi je vais réussir à tenir. Parce que contrairement à ce que vous avez peut-être voulu dire ou pas, j'en sais rien, la réalité du management d'une boîte ne se fait pas sur les missions, elle se fait ailleurs. Donc c'est pas parce qu'on est en mission qu'on gère un cabinet ou qu'on peut se retrouver dans une structure de management. Donc il y a pour moi un premier sujet qui peut-être concerne directement les femmes et pas seulement les structures de conseil, qui est que nous toutes femmes, on a la possibilité, de rester dans la durée dans des cabinets, de grandir, et c'est pas parce qu'on se structure dans sa vie perso qu'il n'y a plus de possibilités pour nous dans les cabinets de conseil. Et ensuite, il y a une question de structure, et qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui reste extrêmement masculin. Et donc, comment réussir à faire évoluer cela? Et il y a sans doute deux questions dans le sujet. Merci Isabelle, merci à tous les intervenants.